Bonjour à tous, aujourd'hui au programme, je vais vous parler du nouveau film de Spielberg sorti le 28 mars. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de vous présenter Spielberg, mais rappelons tout de même que c'est à cet homme que nous devons entre autres Jurassic Park, Les Dents de la Mer, E.T., La Liste de Schindler et Indiana Jones. Bien sûr, beaucoup d'autres. Mais passons directement à celui qui nous intéresse aujourd'hui, Ready Player One. L'histoire se passe en 2045 dans un monde qui a mal vieilli, que les hommes laissent périr petit à petit pour se réfugier dans ce qu'on appelle l'Oasis. Un monde virtuel où tu peux vivre la vie que tu veux, dans l'univers que tu veux, avec comme seule limite ton imagination. Pour commencer, le scénario. Très hollywoodien et à mon goût, beaucoup trop prévisible, sans grande originalité dans la forme. Je n'ai eu aucune surprise dans l'histoire et de mon point de vue, on devine tout le déroulement de celle-ci. De plus, je trouve que la morale de fin est gérée de manière un peu bancale. La fin, d'une manière générale, je la trouve vraiment banale, voire même un peu gnangnan. Au niveau de la réalisation, elle est, comme on pouvait s'y attendre de la part de Spielberg, incroyable. Un exemple tout bête, le premier plan, celui où Wade descend de chez lui. Il est filmé en plan séquence, ce qui rappelle les jeux vidéo, car un jeu est obligatoirement en plan séquence. D'ailleurs, le premier plan dans l'Oasis est lui aussi un travelling en plan séquence. Pour en revenir au premier plan, on peut supposer qu'il est filmé de cette manière pour nous montrer que l'antagoniste est coincé dans l'Oasis, qu'il n'en sort pas même s'il est dans la vie réelle. Or, on peut aussi remarquer que plus on avance dans le film, plus les plans dans la réalité sont découpés pour montrer que Wade se détache petit à petit de ce monde virtuel, ou du moins prend de plus en plus conscience de la différence entre les deux mondes. Parlons maintenant des effets spéciaux. Ils sont bien évidemment incroyables et très bien utilisés. Je pense même qu'une majorité du succès du film leur est due. Je me souviens qu'en regardant Valérian, mon esprit décrochait à certains moments car trop d'effets spéciaux, comme une sorte d'overdose. Or, ici, ce sentiment n'est absolument pas présent vu qu'une majorité de l'histoire se passe dans un jeu. Et grâce à toutes ces images de synthèse, on se croit réellement dans l'univers virtuel d'un jeu. On est plongé dedans. À première vue, on pourrait penser l'univers très riche dans le sens où des tonnes de références sont cachées. Il y en a près de 4000. Ce qui fait qu'effectivement, c'est drôle de chercher, trouver ces références, mais au-delà, elles ne sont pas forcément utiles. D'ailleurs, si on les enlève, on se rend vite compte que l'univers repose en majorité là-dessus et qu'il ne lui resterait finalement pas grand-chose. Ni au film d'ailleurs, qui finirait par être quelque chose pour le coup avec beaucoup moins d'intérêt. Après, certaines références ont un sens dans l'histoire, comme par exemple la DeLorean. On peut supposer qu'elle sert à rappeler que le film a une notion de nostalgie très présente et qu'il est une sorte de retour en arrière pour Spielberg, qui est un très grand fan de jeux vidéo et des années 80 à 2000. Je trouve dommage que l'univers réel soit si peu développé. En soi, ce n'est pas tellement dérangeant car l'univers qui nous intéresse, c'est l'Oasis. Je trouve juste qu'un petit peu plus de développement aurait pu rendre le monde de ce film plus crédible. Malgré tout, le film aborde un sujet important qui nous concerne de plus en plus, l'enfermement dans la virtualité, même si cette problématique n'est absolument pas la priorité du réalisateur. Effectivement, il ne descend pas cette réalité, mais au contraire, elle nous montre les possibilités que l'on peut avoir dans un monde qui n'est pas réel. En le voyant, j'ai quand même réagi dans le sens où une vie comme la leur ne me plairait pas, parce que finalement, les vraies relations humaines sont quasiment inexistantes dans ce futur. La vie et le monde sont tellement tristes et pourris que les gens préfèrent fuir les problèmes pour se réfugier dans une réalité virtuelle plus attrayante où l'on fait ce que l'on veut comme on l'imagine, plutôt que d'affronter ces problèmes pour vivre une vraie vie. Et personnellement, l'idée de passer ma vie entière dans un faux monde, aussi incroyable soit-il, me donne guère envie. That went well. Comme je l'ai déjà dit avant, la question de la nostalgie est beaucoup plus présente que cette problématique. On pourrait penser que le film sert à Spielberg pour rappeler à tout le monde la bonne époque, entre guillemets, mais aussi de leur dire que ça ne sert à rien de s'accrocher à cette époque. Il dit d'ailleurs dans une interview, je cite, « Ma DeLorean, c'était la réalisation de Ready Player One qui m'a offert la possibilité de rendre hommage à plein de films que j'aime. C'est ça, mon convecteur temporel. Mais maintenant que le film est fini, je regarde devant moi, je continue d'avancer. » When I read Ready Player One, it was the most amazing flash forward and flash back. En conclusion, je considère Ready Player One comme le film parfait pour se vider la tête, s'en mettre plein la vue et jouer à cache-cache pour retrouver des personnages ou des univers que l'on connaît. Après, c'est un très bon film dans son genre, c'est-à-dire qu'il remplit toutes les conditions pour en faire un bon blockbuster. Maintenant, les sorties du mois de mai. Le 2 mai, on a Rampage hors de contrôle. Le 8 mai, Death Wish. Le 16 mai, Deadpool 2. Et le 23 mai, Solo, A Star Wars Story.
Bon allez viens, je te fais visiter le centre-ville. Salut à tous, aujourd'hui dans la rubrique Culture Générale de Caféine TV, on va parler de la cathédrale Saint-Nazaire de Béziers. La cathédrale de Béziers est située dans la partie ouest de la vieille ville. L'édifice tel qu'on le voit maintenant est rentré dans la liste des monuments historiques de 1840 et il a été construit entre le XIIIe et le XVe siècle. Mais avant cela, bien d'autres monuments religieux étaient sur le même emplacement. On pense notamment à un ancien temple romain, à une église romane construite vers le 8e siècle, agrandie par la suite mais surtout détruite lors du siège de Béziers en 1209.
La partie la plus impressionnante de la cathédrale, c'est sans doute cette grande tour carrée de 48 mètres de hauteur qui abrite le clocher. À l'intérieur, 5 cloches qui pèsent entre 200 et 4000 kg. Au-dessus de la tour, on retrouve un campanile en fer forgé qui abrite la cloche fondue en 1788 par Claude Brenel. La façade ouest est particulièrement imposante avec cette immense rosace de 10 mètres de diamètre qui surplombe le portail qui aujourd'hui n'est utilisé plus que pour les mariages. Vous connaissez sans doute la cathédrale vue de cet angle, elle a été utilisée par la mairie lors d'une campagne d'affichage qui a suscité une vive polémique. Elle mettait en scène des migrants qui avançaient en masse comme menaçant la cathédrale. Si on rentre à l'intérieur, on pourra apprécier le grand orgue construit en 1633 par Guillaume Poncher, reconstruit en 1868 par Théodore Puget, puis restauré en 1993. Il fait partie des 7 merveilles organistiques de l'Hérault. Collé à la cathédrale, juste au sud, on a ce magnifique cloître avec des voûtes datant du XIVe siècle. On retrouve aussi énormément d'objets, de pièces et de sculptures de différentes périodes de la ville. Un peu plus bas, on arrive au Jardin des Évêques qui offre lui aussi des vues exceptionnelles. On espère que la visite du centre-ville et de la cathédrale t'ont plu. Et nous on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode de Caféine TV. Ciao. Ciao.